Datacore est un logiciel. Nous ne vendons pas du tout le matériel. Nous sommes une solution américaine. Le quartier général est en Floride, à Miami. Nous sommes éditeurs de logiciels créés en 1998. Aujourd'hui, Datacore, c'est 26 000 installations. Ça va être aussi bien des grands comptes, des petits comptes, que de la PME, voire même des hosters. À la fin de la présentation, je vous présenterai quelques clients en France qui utilisent Datacore. Aujourd'hui, nous avons des canaux de distribution avec des distributeurs, des grossistes ainsi que des intégrateurs. Nous avons un support mondial 24 heures sur 24, 365 jours par an. Un centre de support Datacore au Japon pour la zone Océanie-Asie. Une zone en Angleterre, à Reading pour l'Europe, et une zone en Floride, à Miami. Ce support couvre 24 heures sur 24 avec aucune notion de premium ou gold. Si vous avez un contrat de support qui est valide, vous allez avoir droit aux releases mineures et majeures du produit. Pour nous, la France, notre siège social est à Paris, à Montparnasse. Maintenant, si on devait faire une petite liste de ce qu'une baie de stockage devrait faire, nous avons mis un petit. On a renseigné plusieurs clients, DSI, administrateurs, et on a fait une liste de souhaits ou qu'est-ce qu'une baie de stockage devrait apporter. Tous nous ont dit une baie de stockage, ça devrait être d'abord une flexibilité technologique, c'est-à-dire que on est fidèle à une marque, on voudrait être aussi bien en disque fibre optique, en disque SAS, en disque SATA, quelle que soit la technologie, quel que soit l'attachement de la technologie. Aussi, ça va être aussi quelque part offrir la liberté du choix du constructeur. C'est-à-dire que souvent, vous allez avoir un constructeur privilégié et on va avoir dans votre data center souvent ce que le commercial veut vous vendre et non pas ce que vous voulez. Une fois qu'on a choisi un acteur, il va falloir aussi simplifier l'architecture. Pourquoi? Parce que souvent, quand on va empiler les technologies, on va tendance à complexifier tout ce qui est technologie, tout ce qui est data center. Et pour vous, plus simple est votre data center, plus facile sera à monitorer, à manier et surtout à garantir la cohérence et le uptime de 99,9999%. Maintenant, il va falloir toujours garantir la performance, quel que soit votre data center, avec maintenant une nouvelle notion, c'est de garantir la disponibilité de la donnée. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que l'informatique avait de plus en plus le monopole sur un data center ou sur l'entreprise et qu'on met tout maintenant sur l'informatique, voire même aussi le téléphone. Et ce qui fait que si on perd l'informatique, maintenant, l'entreprise peut s'arrêter ou tourner au ralenti. D'où l'intérêt de ce webinaire. On va vous montrer la haute disponibilité selon Datacore. Aussi, ça va être d'économiser un investissement, c'est-à-dire qu'en fait, on a acquis un matériel et souvent le matériel, il est garanti par un constructeur sur 3 ans, sur 5 ans et au-delà, il faut changer. Ce qui fait que quand on a investi sur du matériel et du logiciel de ce même fabricant, au bout de 5 ans, il faut tout racheter le même matériel de façon à garantir la cohérence avec ce fabricant. Maintenant, ce modèle-là peut être complètement cassé avec Datacore, où je vais vous montrer dans quelques minutes notre philosophie. Bien sûr, ce qui va être très important, c'est de préserver. On a un environnement, on a une baie de stockage ou des baies de stockage avec un tel fabricant, on a telle ou telle base de données, et maintenant, il faut que ce nouveau système puisse s'intégrer à ce que l'on a déjà sans devoir remettre en cause tout ce que l'on avait précédemment. Et ça, en fait, ce changement-là doit s'opérer totalement indépendamment du matériel et surtout sans impacter l'interruption de service pour les utilisateurs. Car pour eux, tous les changements que vous faites dans un data center ou
la maintenance doit être complètement transparent pour les utilisateurs et pour les services. Et en ayant un concept, c'est d'unifier les vues, les consoles à travers un outil, ce qui va permettre aussi de simplifier, mais aussi d'alléger tout ce qui est performance et l'opération de maintenance avec une forme d'automatisation. Maintenant, une baie de stockage, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, on confond data core et stockage. En fait, pas du tout. Nous, en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le stockage, c'est du disque SATA, du disque SAS, du disque SSD ou du disque FC. Ensuite, ça va être des contrôleurs, fibre optique ou IP, avec bien sûr de la mémoire, RAM et des processeurs au niveau CPU. Ça, c'est purement du matériel. Et ce matériel, il va être commun à tous les fabricants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde le découpage en 2012 au niveau des disques, on s'aperçoit que Western Digital avait 45% du marché, 42% pour Seagate et 13% Toshiba. Ce qui fait qu'en fait, au niveau matériel, vous voyez que le découpage de marché se joue à 3 au niveau des disques. Maintenant, ce qui va faire la cherté et l'intelligence de la baie de stockage, ça va être le logiciel. Ce logiciel va être embarqué à l'intérieur de la baie de stockage ou à l'extérieur selon la gamme ou le type de stockage que l'on va choisir. Et ça va donner l'intelligence de la fonctionnalité. Et en fait, c'est ce qui va donner aussi quelque part le prix. Pourquoi? Parce que souvent, les outils natifs ne sont pas embarqués dans les baies de stockage, dans les baies bas de gamme, voire moyenne gamme. Il va falloir mettre des baies plus milieu de gamme, haut de gamme, voire même des outils de cluster applicatifs pour avoir des baies avec un logiciel externalisé. Maintenant, si on s'arrête une seconde sur le matériel, donc pour nous, ce qui est le disque physique, on s'aperçoit qu'en 2012, 7% des disques achetés en 2012 sont tombés en panne de suite. Ce qui fait que ça a représenté à peu près 2,8 millions de disques durs qui sont tombés en panne sur 40 millions de disques vendus. En fait, si on rapporte à un temps d'arrêt, ça fait 3000 entreprises impactées, soit 127 millions d'heures. Par contre, ce qui est très important, c'est le troisième point en rouge, où on s'aperçoit que le coût annuel d'exploitation du stockage a été multiplié par 4. Pourquoi? Parce que maintenant, l'administration, la gestion et l'installation, ça a un coût, mais aussi, ce qui est très important, c'est la virtualisation. Quand on parle de virtualisation niveau hyperviseur, on s'est aperçu que ça avait réduit les coûts au niveau matériel, au niveau serveur. Par contre, on a augmenté les volumétries au niveau stockage. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'une VM, on va la garder sous plusieurs formes, sur plusieurs snapshots, sur des templates, et au final, il faut du disque. Et Gartner, il prévoit une augmentation de 600% du stockage d'ici les 3 prochaines années à cause ou grâce à la virtualisation des serveurs, que ce soit sous du VMware, soit de l'Hyper-V, soit de Citrix Xen Server. Ce qui m'amène à une transition parfaite pour la virtualisation, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de virtualisation, on va parler plutôt de virtualisation du poste de travail, donc ce qui est en haut du PowerPoint, et au niveau hyperviseur de serveur, au niveau Hyper-V, VMware ou Citrix ou Oracle. Et en fait, ces deux couches-là ont 2 points communs. Déjà, quand on parle de VMware, par exemple, pour ne citer que, on ne parle pas matériel. C'est du logiciel qui va se poser sur du matériel, que vous soyez Dell, HP, IBM, NEC, Fujitsu ou autre. On ne se pose pas la question, est-ce que mon serveur va pouvoir accepter du VMware? La même chose va se poser sur les postes de travail, car on va retrouver les mêmes protagonistes. Et là, en fait, encore une fois, on s'aperçoit que c'est du logiciel. Donc, maintenant, on admet que la virtualisation au niveau hyperviseur, poste de travail et serveur, ce sont des logiciels. Le deuxième point commun,
outre le logiciel, c'est qu'il leur faut du disque pour écrire. Parce que si vous avez un CD de VMware, que vous n'avez pas le matériel et que vous n'avez pas du disque, ça devient complètement obsolète. Donc il va vous falloir du logiciel pour installer et du disque. Maintenant, une fois qu'on a installé nos serveurs, en fait, nous, au niveau d'Atacore, nous voyons un petit peu deux sortes de clients. Soit les clients veulent encore une ségrégation sur le physique, où là, on voit 5 serveurs physiques avec des disques durs, des hotspares à l'intérieur. Et là, encore une fois, vous allez avoir une ségrégation, ce qui fait que si le serveur ici doit être arrêté ou mis à jour pour la maintenance, cela ne va pas affecter les autres serveurs. Par contre, là, si vous avez une ségrégation, quand vous allez passer la virtualisation, vous allez avoir le devoir et le besoin de passer sur une baie partagée de façon à avoir des mécanismes de reprise d'activité au niveau applicatif, où vous allez mettre en place ici une baie de stockage qui va être redondante avec un accès SAN, IPFC ou du NAS, avec des disques rapides, une protection RAID de Hotspare à l'intérieur de ce boîtier. Par contre, là, on s'aperçoit qu'en faisant ceci, vous allez pouvoir mettre la haute disponibilité au niveau applicatif, au niveau fonctionnel, au niveau des VM ou un cluster physique. Par contre, on s'aperçoit très vite que tout s'appuie sur une baie qui est du disque partagé. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on a un point de panne. Et ce point de panne ne peut pas être considéré quand vous avez un arrêt de climatisation, par exemple, une alimentation de votre data center qui s'arrête, ou tout simplement quelque chose de climatique. Les fabricants peuvent vous garantir la haute disponibilité à travers leur matériel double contrôleur, double alimentation. Par contre, dès qu'il y a un problème de panne externe au matériel, c'est assez dur de garantir la haute disponibilité. Maintenant, ceci pour vous dire que le stockage est devenu la pierre angulaire d'un data center. Et souvent, quand on va parler de consolidation, il va falloir consolider le stockage ainsi que les serveurs applicatifs dans les sites campus. La solution proposée, ça va être de mettre Datacore. Datacore, ça va être un logiciel aussi qui va s'installer sur du matériel et qui va gérer du disque en tant que couche virtualisation. C'est-à-dire que c'est nous qui allons faire une coiffe au-dessus de tout ce qui est disque, quel que soit le disque. Ça peut être de nouvelles technologies telles que des cartes Fusion IO, Ramsan, Texas Instruments, Violin, ou de baies de stockage en attachement direct, en DAS ou en fibre optique ou sur IP, ou tout simplement pour des tout petits projets, mettre Datacore sur un serveur et on va virtualiser les disques internes de ce serveur. Et ça, en fait, notre produit, Sound Symphony V, va être le produit commun à tous vos projets, que vous soyez dans la PME, PMI, soit vous soyez grand compte ou alors tout ce qui est hébergeur, Cloud Service Provider. Maintenant, notre vision en nous est la suivante. Vous avez ici votre baie de stockage. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va scinder en deux cette baie de stockage. Donc, on retrouve, comme vu précédemment, la couche logicielle et la couche matérielle. Et nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplacer complètement la couche logicielle de la baie de stockage. Et vous allez choisir le matériel qui vous convient par rapport au stockage ou par rapport au serveur si on virtualise les disques internes au stockage. Et ça, en fait, ça va être la première phase de virtualisation de stockage. Pourquoi? Parce que nous allons faire du disque as a service, où là, en fait, vous allez nous donner du disque, quel que soit le fabricant, quel que soit l'attachement du disque, et nous allons faire la couche d'abstraction au niveau des serveurs, qu'ils soient physiques ou virtuels. Et bien sûr, nous allons amener des services qui vont être la capacité, management, on va vous donner du reporting, quel que soit la baie de stockage, quel que soit le fabricant, quel que soit le type de disque, la protection en continu. Donc pour nous, ce qu'on va gérer aujourd'hui dans notre webinaire, c'est la haute disponibilité de la data. Et bien sûr, on va garantir la performance
Parce qu'aujourd'hui, qui dit performance dit RAM, dit cache. Et aujourd'hui, DataCore va s'installer sur des serveurs physiques ou virtuels pour des projets de moindre envergure. Et on va puiser la puissance de calcul à travers une RAM serveur. À savoir qu'aujourd'hui, DataCore peut aller jusqu'à 1 Tera de RAM par contrôleur DataCore. Et bien sûr, nous allons amener du service. Ce service va être du service qui n'est pas fonctionnellement attaché à la baie de stockage, où on va amener du service tel que tout ce qui est disk pooling, sync provisioning, caching, l'auto-tiering à travers des couches diverses qui peuvent être allées jusqu'au cloud, la réplication synchrone de haute disponibilité qu'on va traiter aujourd'hui, la réplication PRA sur un site distant, ainsi que le snapshot, le CDP, la protection continue. Ça va être comme de la vidéo sur un disque virtuel donné, migration à chaud ou à froid de disques virtuels. On va faire aussi du NAS, car on a la possibilité de faire du NAS, du load balancing actif-actif en mode campus ou en mode cluster sur 2 sites différents, avec du stripping, et tout ça de façon centralisée avec des graphiques qui vont vous donner d'une analyse de reporting et du trending. Maintenant, vu que nous sommes logiciels, on va être capable de s'adapter aux besoins de performance. C'est-à-dire que plus vous avez besoin de performance, plus DataCore peut être capable de donner de la performance. Tout ça en rajoutant plus de ports fibre optique ou IP, ou tout simplement plus de RAM. Maintenant, DataCore en action, qu'est-ce que c'est? Ça va être le service apporté par DataCore. Nous allons faire donc la couche d'abstraction. Vous allez nous mettre du disque physique. Et nous, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une réplication synchrone à travers nos couches virtualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un fabricant A, il doit parler absolument à un fabricant A à travers un mécanisme de réplication propriétaire avec DataCore. Cette réplication va se faire à travers la couche DataCore et non pas de la BA vers la BB. Et bien sûr, on va faire un miroir synchrone entre les 2 sites. Donc encore une fois, on va se démarquer du marché car on va être miroir synchrone aussi bien sur FC que sur IP. On va vous donner le choix, la possibilité de se répliquer soit sur FC, soit sur IP. Et bien sûr, selon la latence que vous avez, on va pouvoir être au maximum de la réplication en mode synchrone. Par exemple, au niveau FC, une centaine de kilomètres en réplication synchrone. Et bien sûr, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va être en mode actif-actif, en mode campus, où là, on va avoir nos 2 contrôleurs DataCore ou plus de contrôleurs DataCore qui vont présenter des LUN à vos serveurs applicatifs, qu'ils soient hypervisés ou physiques. Et bien sûr, selon le mode de multipass I/O installé sur vos serveurs applicatifs, on va pouvoir à tout moment écrire sur les 2 côtés des DataCore. Maintenant, DataCore, on va gérer du disque, on va gérer toutes marques, on va amener des services à travers nos utilisations type pooling, sync provisioning, auto-tiering, et bien sûr amener la haute disponibilité. Où là, en fait, si pour une raison planifiée ou non, vous devez éteindre un data center, tout va basculer sur le chemin secondaire sans arrêt de production, sans script, sans intervention manuelle, et vous allez avoir une continuité d'accès à la donnée sur le chemin secondaire, sur le chemin du DataCore numéro 2 ici, qui lui est toujours resté actif. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on a une bascule automatique sur un site principal vers un site secondaire, mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'on a la resynchronisation qui est totalement automatisée. Et là, en fait, on va revenir en position initiale, sans intervention manuelle, sans script, et selon la politique de chemin que vous avez donnée à vos clients applicatifs, vous allez revenir en position initiale. Et ça, de façon automatique et autonome. Maintenant, on a traité la haute disponibilité. On peut faire aussi de la reprise d'activité qui sera dans les prochains mois un autre webinar où on va parler de la réplication
asynchrone. Donc, en fait, autant de services amenés en haute disponibilité qui pourront être mis aussi pour la réplication asynchrone. Nous, notre philosophie, ça va être la sécurisation, faire la haute disponibilité à travers 2 têtes ou plus de têtes data core, en amenant de la performance à travers les contrôleurs data core. Ça va être aussi de pouvoir étendre à chaud votre volumétrie, quel que soit le fabricant, quelle que soit la technologie que vous avez choisie, avec une migration d'une BA vers une BB sans que les utilisateurs s'en rendent compte, sans arrêter la production, et bien sûr, équilibrer la charge si vous avez besoin de plus de performance ou vous avez de nouveaux projets. Maintenant, voici toutes les fonctionnalités qui sont proposées. On ne va pas toutes les réénumérer. Ce qui nous intéresse ici, c'est le miroir synchrone. Donc le miroir synchrone, en fait, ça va être une réplication en temps réel sur la haute disponibilité de la donnée sur 2 entités de stockage bien différentes. Ce qui va éliminer tout point de panne au niveau stockage, bien sûr au niveau data core parce que vous allez avoir 2 data cores. On va améliorer la disponibilité des nœuds parce qu'on va être sur 2 entités physiquement séparées. Et vous allez avoir la copie qui va être mise à jour simultanément sur 2 endroits physiquement séparés. Ce qui fait que là, en fait, vous allez avoir un RAID 1 de votre production quand on a un miroir synchrone sur 2 entités de stockage. Maintenant, les écritures en mode synchrone, comment se passent-elles sous DataCore? Vous avez le client, qui soit hypervisé ou en physique. On va lui présenter un disque virtuel et ce disque virtuel va être présenté aussi bien depuis le DataCore 1 que depuis le DataCore 2. Maintenant, selon les politiques de chemin, soit vous dites je veux être actif ici sur le DataCore 1 ou je veux être actif sur le DataCore 2 ou je veux être actif sur le 1 et le 2, par exemple, si on utilise du round robin au niveau multipass IO. Maintenant, au niveau des écritures, comment ça se passe? On va recevoir ici un IO qui va arriver au niveau applicatif, qui va être répliqué en numéro 2 ici sur le deuxième datacore, qui va être acquitté au numéro 3, qui va être acquitté en 4 ici au niveau applicatif, et en 5 et en 6 va être écrit sur les baies de stockage simultanément sur les 2 data centers. Maintenant, si pour une raison X ou Y, vous avez un problème sur le data center numéro 1, donc ce qui va se passer, c'est que bien sûr, le data center, que ce soit le stockage, les switches ou le data core, va être éteint. Le serveur applicatif, lui, il va essayer d'écrire ici sur le data core 1, mais vu qu'il ne peut pas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir automatiquement ici le chemin secondaire. Ce qui fait que là, en fait, il va basculer automatiquement sur le site secondaire. Donc, c'est l'outil Multipass IO qui va choisir le chemin secondaire. Et le datacore ici va commencer à écrire ce que son petit camarade n'a pas eu le temps d'écrire parce qu'il était arrêté. Et une fois que vous allez remettre en place le datacore numéro 1, les logs vont être rejoués sur le datacore numéro 1, donc toutes les logs qui ont été mises ici sur le datacore numéro 2, et on va retourner à la normale où on va rebasculer ici sur le chemin primaire et on va revenir en état initial. Donc voici comment se passe notre bascule d'un site primaire à un site secondaire. Maintenant, tout ça va être possible à travers DataCore où on va amener du service par rapport à du disque, quel que soit le disque, quel que soit le fabricant. En synthèse, DataCore, c'est un logiciel qui va venir coiffer tout type de stockage, qui va pouvoir virtualiser tout type de stockage, quel que soit le fabricant, quel que soit le disque ou la technologie ou le type de RAID ou tout simplement les nouvelles technologies, que ce soit un GBOD, un stockage en RAID ou alors SSD, Fusion IO, LSI ou en général tout SAN. On va supporter tous les constructeurs avec des interfaces en attachement direct, en fibre ou IP, et bien sûr les systèmes hyperviseurs au niveau applicatif ou les systèmes physiques tels que AX, Novell, HPX ou autres. Si vous appréciez la virtualisation des serveurs
parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la commodité. On a virtualisé les OS, les applications, car elles sont complètement indépendantes du matériel et de la couche de virtualisation. Un projet avec du VMware, Hyper-V et Citrix permet d'optimiser, de réduire les coûts sur les serveurs, sur les postes de travail. Pourquoi pas le faire avec le stockage? Où là, en fait, pour nous, les disques et les baies de stockage vont être de la commodité. Ça va être, la plupart des services vont être intégrés et non plus verrouillés à du matériel, mais à un logiciel qui va gérer. Et bien sûr, les baies de stockage vont être basées sur du matériel commun à tous les fabricants. Ce qui fait qu'un projet de virtualisation avec Datacore va permettre d'optimiser et de réduire les coûts sur la partie de stockage. Maintenant, pardon, si vous avez euh, si vous êtes administrateur au niveau SAN, vous aurez une console de gestion unifiée entre du matériel homogène ou hétérogène, avec des outils de monitoring qui vont pouvoir monitorer du matériel homogène ou hétérogène. Vous allez avoir la possibilité de faire du failover et du failback avec aucune interruption de service et ou pouvoir réutiliser les existants. Maintenant, les bénéfices de la virtualisation du stockage, ça va permettre d'économiser à travers notre logiciel, meilleure utilisation du stockage, parce que souvent, quand on a une baie de stockage ou deux baies de stockage, on a tendance à perdre de l'espace disque quand on ne fait pas des choix judicieux au niveau RAID ou au niveau applicatif. On va pouvoir aussi avoir rajout de performance, car Datacore va pouvoir être au moins isopérimètre au niveau performance, mais aussi on va pouvoir ajouter de la performance, ce qui sera un prochain webinar sur Datacore et la performance pour les applicatifs Tier 1. Et bien sûr, l'extension du stockage, car avec Datacore, vous allez pouvoir migrer à chaud l'extension du stockage sans que les interventions soient pénalisantes au niveau applicatif. Et bien sûr, tout ça à travers un graphique qui est assez simple. Notre mode licensing, c'est un mode qui est basé sur la capacité utile que Datacore va gérer. Ce qui fait que vous nous présentez du disque derrière Datacore. Nous avons une offre qui est divisée en 5 paliers, VL1, 2, 3, 4, 5. Et nous avons la possibilité d'avoir des licences pour des terras, pour des projets à 5 Tera, à 16 Tera, 100 Tera, 256 Tera ou au-delà de 256 Tera. Donc, ceci est un autre mode de licensing. Quelques références pour vous montrer un petit peu l'état des lieux en France, où nous avons des comptes publics, nous avons des comptes privés. Aujourd'hui, nous avons à peu près 200 hôpitaux en France qui utilisent Datacore. Nous avons pas mal d'universités, des écoles publiques ou privées. Et bien sûr, nous avons tout type de clients qui utilisent nos produits en production. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour taper les questions qui arrivent dans le chat box. Et je vais vous montrer comment Datacore s'articule dans un environnement. Et ensuite, je vais vous montrer une démo live du produit. Datacore, en fait, quand vous avez deux sites, vous avez un site 1 ici, vous avez un site 2 ici, on aura pratiquement toujours la même architecture, où vous allez avoir une tête Datacore ou deux têtes Datacore, mais en l'occurrence, vous en aurez une ici avec 6 ports. Vous allez avoir deux ports ici, donc ça c'est votre baie de stockage numéro 1, c'est votre baie de stockage numéro 2. Vous voyez que cette baie de stockage va être sur les deux fabriques, donc fabrique 1 ici, fabrique 2 ici, et la même chose, fabrique 2 ici, fabrique 1 ici. Ce qui fait qu'en fait, les deux entités de stockage ne sont pas crossées ici, c'est cette entité de stockage pointe vers ce datacore, et cette entité de stockage pointe vers ce datacore. Les datacores ici vont être mis sur chaque fabrique pour la réplication, donc les liens bleus, et les liens rouges vont être soit sur la même fabrique, soit sur deux fabriques. Et bien sûr, vos clients vont être accrochés sur chaque fabrique. Ce qui fait que là, en fait, vous avez la redondance parfaite au niveau des zones, au niveau des fabriques, au niveau des datacores et au niveau du stockage. Par exemple, si vous perdez
un contrôleur de stockage, vous continuez sur le deuxième. Si vous perdez une baie de stockage, vous continuez à travers la deuxième baie de stockage à travers le data core. Si vous perdez un data core, vous basculez sur le deuxième. Si vous perdez un switch pour une fabrique, vous basculez sur le deuxième. Et si vous perdez un applicatif ici, si vous le mettez en cluster, vous allez tourner sur le deuxième site. Donc voici l'architecture, qu'elle soit sous fibre ou sur IP. Maintenant, voici la démo live où je me suis connecté sur mon vCenter. Sur mon vCenter, j'ai mon client VMware qui est installé ici. J'ai aussi mon client Datacore qui est installé ici. Et j'ai accès sur un serveur Exchange qui va être piloté par des disques virtuels Datacore. Donc maintenant, je vais me connecter sur ma console Datacore où ici, je vais voir ma production qui s'appelle Datacore 1, Datacore 2 et je vois ici mon vCenter avec ici mon ESX et ma production qui tourne sur deux VMFS, VMFS 1, VMFS 2 qui sont répliqués sur deux sites distants, Datacore 1 et Datacore 2. Sur le Datacore 1, ici, j'ai créé, on retrouve nos deux disques virtuels. J'ai un pool de stockage qui s'appelle Datacore 1 Data, où à l'intérieur, j'ai mis des LUN. Ces LUN arrivent de baies de stockage ou de disques internes. Donc c'est du RAID, hein, chaque LUN est un RAID 5 en l'occurrence, sauf le disque SSD. Et là, en fait, on a des LUN en RAID 5. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 LUN qui sont dans mon pool Datacore 1 Data. Et j'ai la même chose pour mon snapshot où j'ai deux LUN en SAS et en SATA. Donc, vous voyez que dans ce même pool ici, j'ai mélangé les technologies volontairement car j'ai activé la fonction auto-tiering. Auto-tiering qui fera aussi l'objet d'un autre webinaire, comment marche l'auto-tiering de Datacore. Maintenant, ceci, j'ai fait exactement la même chose sur le Datacore numéro 2. On va retrouver d'autres pools de stockage, Datacore numéro 2 Data et Datacore 2 Snapshot, où on retrouve d'autres LUN ou disques physiques dans ce pool de stockage. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, je vais vous montrer comment Datacore va gérer au quotidien ce disque. On va créer un disque virtuel et on va l'assigner ici à mon serveur ESX. Ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va créer un disque virtuel. Donc on va donner un nom. On va l'appeler par exemple webinar underscore VMFS. Ensuite, soit on fait en mode, pas répliqué en mode synchrone, soit double tête, soit répliqué sur deux sites différents en mode campus. Donc ce qu'on va faire ici, on va répliquer en mode campus et on va dire 100 gigas. On va donner un espace disque et là en fait, on va avoir l'état de la volumétrie par pool. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, vous vous rappelez, vous avez des disques physiques ou des LUN. Donc, je vais prendre par exemple ici Datacore 2 Snapshot et Datacore 1 Snapshot. Ce qui fait que mon disque virtuel va être basé sur ces deux pools de stockage. Suivant, terminé. Là, en fait, ce que l'on a fait, c'est que l'on a créé un disque virtuel qui s'appelle webinar ici underscore VMFS et lui, il va se répliquer entre les deux data centers, entre les deux pools qui sont Datacore 2 Snapshot et Datacore 1 Snapshot, avec des pools de stockage. Donc ici, vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir des affinités différentes. Donc ce que je vais faire ici sur le webinar pour le 2, je vais mettre de façon à avoir ici le même type d'auto-tiering. Voilà. Donc en fait, on aura comme ça le même type d'auto-tiering 1, 2, 3 et on va voir que la réplication va se faire automatiquement
entre les deux sites. C'est-à-dire que là, on est en train de vérifier l'état des chemins, voir si on a assez de disques, et on va se répliquer. Vous allez avoir une barre de tâches ici qui va se répliquer et qui va vous montrer l'avancement au niveau de la réplication et le taux de changement. Bien sûr, il n'y en a pas parce que c'est un disque qui a été créé précédemment. Maintenant, vous voyez qu'on est en train de se répliquer. On va être, bien sûr, une fois que c'est synchronisé, up-to-date de chaque côté, ce qui fait que là, en fait, on va garantir la cohérence, l'écriture en temps réel sur les deux côtés. Vous voyez ici. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va l'attribuer, ce disque, à mon serveur VMware. Et là, maintenant, de la version 9, on a la possibilité d'intégrer directement le vCenter dans DataCore, où là, par exemple, vous mettez clic droit, register host, c'est-à-dire qu'on va mettre un serveur physique qui soit Windows, HPX, IBM, Linux, Oracle, VMware ou autre, ou VMware, ou tout ce qui est ici vCenter. Donc là, ici, vous mettez l'adresse du vCenter ou l'adresse IP ou le nom, votre login et votre mot de passe. Et en fait, on va aspirer complètement la config. Maintenant, je vais servir mon disque virtuel ici, soit à la VM, soit au disque physique, au serveur physique, soit à mon ESX. Suivant, je retrouve ici mon disque webinar. Suivant, je peux faire soit si on fait du round robin ou tout simplement sans round robin. En l'occurrence, si j'ai la possibilité de faire des round robin, je vais faire. Et là, en fait, on a la possibilité de choisir les chemins au niveau politique de VMware et la possibilité d'envoyer la commande de création du VMFS. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, vous voyez que le webinar, ici, le disque a été attribué à mon serveur ESX. Et maintenant, vous allez voir que mon ESX a reçu ici la commande de DataCore qui, lui, va rescanner les ports, qui va remonter les ports au niveau de l'ESX, au niveau du DataCore, qui va mettre un numéro de LUN. Et tout ça, en fait, on va présenter des LUN directement en haute disponibilité. Donc, le temps que VMware fasse ça, je vais vous présenter le VMFS1 où mon serveur Exchange tourne, donc ici. Et là, en fait, on s'aperçoit, si je fais la propriété de mon VMFS, vous allez voir qu'ici, on va avoir des ports qui, ici, qui sont en actif-actif. On retrouve bien le DataCore 1, DataCore 2, et vous voyez que ici, le DataCore 1 a les IO en ce moment, et le DataCore 2 est aussi actif, mais n'a pas d'IO. Tout ça, parce que j'ai choisi en mode round robin. Donc là, on est bien sur le volume VMFS 1, et entre-temps, vous voyez, le webinar VMFS a été monté et lui aussi, il a plusieurs chemins, il en aura 4. Et lui aussi, donc lui, il tourne, vous voyez, sur le DataCore 2. Maintenant, je reviens sur mon serveur Exchange ici. Mon serveur Exchange, lui, il tourne sur le VMFS 1. Et le VMFS 1, vous vous rappelez, il tourne en ce moment sur le DataCore numéro 1 en écriture, ici. Donc, ce que je vais faire ici, donc je me suis connecté sur mon serveur Exchange. C'est mon serveur Exchange. Je peux ouvrir, vous verrez le nom du serveur. Et là, en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre en live le DataCore numéro 1. C'est là où il est en train d'écrire. Donc, je vais ici et je vais éteindre complètement le DataCore 1. Ce qui fait que là, en fait, vous voyez qu'on va stopper de présenter les disques virtuels au serveur applicatif. Et bien sûr, les serveurs applicatifs vont perdre un chemin. Ce qui fait que là, vous voyez, le DataCore est complètement stoppé. Maintenant, si je vais voir au niveau du disque virtuel,
vous voyez que au niveau du VMFS, par exemple pour mon serveur Exchange, le data core 1 est stoppé et vous voyez que ici le data core 2 tourne up to date. Ok. Maintenant ici, si je vais voir sur mes serveurs, mon serveur applicatif, vous voyez que mon VMFS 1, 2 et 3, vous voyez de suite qu'il a des chemins qui sont cassés, qui sont disparus. Maintenant, je vais voir mon VMFS ici. Vous voyez que lui aussi, il a des chemins qui ont disparu. Et si je regarde la politique de chemin, vous voyez que les chemins sur le Datacore 1 sont morts et tout a basculé ici sur le Datacore 2. Et ici, vous voyez que j'ai toujours accès à mon serveur Exchange et je peux écrire, je peux aller sur mon disque interne. Ce qui fait que là, en fait, bien qu'on ait basculé d'un site à l'autre, on a gardé la haute disponibilité de la data sur le VMFS. Donc, ce qui prouve bien que là, on a fait la haute disponibilité de la data sur deux data centers différents. Maintenant, vous avez la maintenance qui est terminée sous le data core numéro 1. Vous allez relancer la production sous le data core numéro 1 et vous allez voir que tout va se resynchroniser automatiquement où on va calculer le nombre de blocs qui ont été changés et vous allez voir qu'on va revenir en position initiale, c'est-à-dire up to date de chaque côté. Et bien sûr, vous voyez que là, le client n'a toujours pas accès à la donnée, ce qui fait qu'on a la possibilité de jouer sur les chemins et bien sûr d'éviter tout ce qui est split brain, par exemple. Ça fera l'objet aussi d'un prochain webinaire. Où là, en fait, on est en train de calculer le taux de changement qui ont été faits, vous voyez, et là, en fait, on va répliquer, donc vous voyez qu'il y avait des blocs qui ont été changés sur le VMFS parce que j'ai un serveur Exchange qui tourne, et là, on va revenir en position initiale, ce qui est le cas, on est revenu up to date de chaque côté, et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre serveur et vous allez voir qu'ici il a retrouvé ces quatre chemins. On va revoir ces quatre chemins. On va revoir ici qu'on est revenu ici en actif sur le data core numéro 1. Et bien sûr, ici, nous avons toujours accès à notre serveur. Ce qui fait que là, en fait, quelle que soit la bascule d'un chemin vers l'autre, nous avons la possibilité de garantir la haute disponibilité, mais aussi la cohérence et de garantir le failover et le failback automatique. Donc, voici la haute disponibilité selon Datacore avec un mirroring ici, un mirroring avec des chemins qui sont actifs. Donc, pour la maquette ici, tout est en IP avec 4 chemins différents vers le SX et pareil, 4 chemins différents pour la réplication entre les deux data centers. Maintenant, pour la démonstration est terminée pour la haute disponibilité. Maintenant, je vais répondre aux questions. Si il y a certaines questions, donc je vais répondre aux questions. Première question, si le secondaire ne fournit pas d'acquittement au node 1, qu'est-ce qui se passe pour le client qui ne soit jamais d'acquittement? Mais en fait, ça veut dire que si vous avez perdu si l'IO, alors attendez, je vais regarder, l'IO, si le secondaire ne fournit pas d'acquittement au nœud 1, ce qui fait que là, en fait, ben, le data core numéro 1 va basculer complètement vers le site numéro 2, ce qui fait que là, en fait, le data core va basculer sur le site numéro 2. Une question,
quand a lieu le webinaire sur le PRA, je suis intéressé, le RTO, RPO possible. Donc, nous allons faire un webinaire sur la réplication asynchrone ainsi que la haute disponibilité à travers les deux sites avec réplication. Quand on parle de monitoring, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une histoire? Effectivement, aujourd'hui, quand on parle de monitoring, on voit en instant T la réplication entre deux sites. Maintenant, ce que l'on va avoir dans la version PSP2 qui va sortir ce trimestre, on aura la possibilité d'avoir des historiques où là, on va pouvoir voir tous les pointeurs qui ont été avec des affinités, des graphiques, et on a la possibilité de voir sur un temps, 5 minutes, un mois, un an, qu'est-ce qu'il a été passé. L'outil Symfony Management Console remplace-t-il finalement totalement des utilitaires de gestion spécifiques constructeurs tels que SCVMM ou Microsoft ou complémentaires? En fait, nous, DataCore, on va remplacer des outils natifs de bait de stockage, de réplication synchrone, asynchrone, et on va être en amont, on va être un complément d'outils tels que SCOM ou tels que vCenter au niveau VMware, et on va avoir des plugins pour ces deux outils Microsoft et VMware. Mais effectivement, nos outils, vu qu'ils sont comment dirais-je, universels sur toute baie de stockage, il y a la possibilité d'être au-dessus de n'importe quel type de stockage. Et donc, fatalement, on va sans doute remplacer effectivement des outils natifs. Une autre question, où est-ce que l'on fixe le défaut, les chemins par défaut sous Datacore pour définir que le vDisk doit passer par Datacore 1 ou Datacore 2? Très bonne question. Donc, je vais vous montrer. Ici, par exemple, sous mon VMFS, ici, vous avez la possibilité, si vous cliquez sur chemin, vous avez la possibilité ici de avoir un chemin préféré. Donc c'est là ici où vous allez donner pour le vDisk VMFS1 en question le chemin préféré, ou alors vous pouvez faire carrément sur, en l'occurrence, votre client. Ici, si vous double-cliquez ici, vous voyez que là vous avez ici auto-select par défaut. Où là, en fait, ce que vous allez faire un edit et vous allez pouvoir préférer un datacore, le 1 ou le 2, soit tout, soit en auto-select. Donc c'est là où vous pouvez choisir au niveau de l'ESX ou du client en général. Et si vous double-cliquez ici, vous avez ici Preferred au niveau du disque virtuel. J'espère que ça a répondu à la question. D'autres questions qui arrivent. Comment voit-on si le datacore est réellement en pass-through? Donc en fait, datacore ici, dès qu'on a détecté une panne, ici, vous allez voir ici, Write Cache Enabled ou Pass-through. C'est là où on va dire est-ce que le datacore en est cache en écriture ou en lecture ou seulement en lecture. Donc si on est si on est déconnecté ou on n'est pas en mode redondant, c'est ici que l'on va voir si on est en mode pass-through ou pas. Il y a une autre question, le sizing d'un contrôleur datacore. En fait, le sizing va se faire en fonction du stockage que l'on va avoir, si c'est la fibre ou de l'IP, et bien sûr, au niveau RAM, au niveau CPU, combien de clients vont nous parler en amont. Donc, nous avons des ABAC qui sont disponibles. Donc, si vous voulez m'envoyer un email ou je vous enverrai cet ABAC. Ça va un ABAC qui va vous donner une grandeur générale de ce qu'il nous faut au niveau applicatif entre les deux datacores. Notre question, que se passe-t-il en cas de bagot entre les deux datacores et le retour automatique? Quelle liaison minimum entre les deux datacores sur deux salles, 1 giga cuivre ou 10 giga fibre? Alors en fait, ça va faire partie d'un prochain webinar pour tout ce qui est split brain et autres.
Par contre, le choix entre 1 giga et 10 gigas, en fait, ça va être la volumétrie que vous allez devoir faire passer entre les deux sites. Parce que du gigabit en 10 gigas, par exemple, la bande passante de tête, je crois que c'est 500 mégaoctets par seconde. Du 1 giga, je crois que c'est le double, le triple. Donc en fait, nous faisons Datacore, faisons les deux, selon votre architecture et surtout voir si vous avez la bande passante suffisante de façon à faire passer soit en fibre, soit en IP. Mais pour nous, ça va être exactement pareil. C'est juste à savoir la volumétrie et d'une que vous devez faire passer et de deux la latence de votre ligne. Donc j'espère que ça a répondu à votre question. Il n'y a plus de questions qui me sont posées. Donc, vous allez recevoir ce webinar, la vidéo. On va vous donner un lien de téléchargement. J'espère que ce webinar a été instructif pour vous. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez de plus amples questions ou si vous voulez que je refasse un webinar pour votre société en direct. Il n'y a aucun problème. Je vous remercie à tous et je vous souhaite bon appétit et bien sûr pour un prochain webinar qui va être sur le monitoring, qui va être sur le PRA, sur l'auto-tiering. 2013 va être encore plein de webinars pour Datacore. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.